Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Comme annoncé le 16 janvier dernier, le théâtre deviendra un passage obligé au collège pour les élèves dès la rentrée prochaine. Alors, réjouissance pour certains, inquiétude pour d'autres. Quels sont les bienfaits d'un déploiement du théâtre à l'école? On en parle dans quelques instants avec nos invités. Découvrir la scène et son histoire à travers les objets retrouvés dans son lit et sur ses berges, c'est le concept proposé par l'exposition Dans la Seine, dont on vous parlera dans quelques minutes. En ce jour historique d'inscription de l'IVG dans la Constitution, Guillaume Blanc fera la lumière sur l'histoire de ce droit en France. Guillaume, que l'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Pour débuter, ce lundi 4 mars restera à jamais gravé dans les mémoires de millions de femmes et de Français. L'IVG est inscrite dans la Constitution. Le Parlement s'est réuni en congrès au château de Versailles. 577 députés ou encore 348 sénateurs, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Photo d'ailleurs, on remercie Najat Vallaud-Belkacem qui partage ces moments si précieux en direct de Versailles. Alors niché dans l'aile effectivement du midi du château de Versailles, la salle du congrès a été construite en 1875 à l'instauration de la Troisième République pour accueillir la Chambre des députés. Par la suite, tous les présidents de la Troisième et de la Quatrième République furent élus dans ce lieu. Alors concrètement, pour être définitivement adopté, le texte a dû être voté aux 3/5 des membres de ce congrès. À sa tête, d'ailleurs, Yaël Braun-Pivet, qui est la première femme à ICJ, elle qui est présidente de l'Assemblée nationale. Était présent le Premier ministre Gabriel Attal, qui s'est exprimé et qui a notamment dit cette phrase: « Nous avons une dette morale envers toutes les femmes qui ont souffert dans leur chair ». Le Premier ministre aussi qui a dit que la France était pionnière, patrie des droits des femmes. D'ailleurs, le président Emmanuel Macron s'exprimera à ce sujet. Ce sera ce vendredi à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Ce jour-là, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti marquera également de la scie républicaine le texte qui a donc été adopté. Et votre chronique, Guillaume, sera consacrée dans quelques minutes, d'ici une quarantaine de minutes, à l'histoire de ce combat, de ce droit pour l'avortement. À la une également, ce 4 mars, c'est la journée mondiale de sensibilisation au papillomavirus. D'ailleurs, la vaccination patine, selon le ministre de la Santé. 13 à 15% des collégiens de 5e sont vaccinés. Cela représente 117 000 adolescents. Invité de questions politiques sur France Inter ce dimanche, Frédéric Valletoux, le ministre, a admis que la campagne de vaccination lancée en octobre dans les collèges n'avait pas répondu aux attentes du gouvernement. On en espérait 30 parce qu'il y a une expérimentation qui avait été faite dans le Grand Est et pendant 2 ans, elle avait montré qu'au terme de 2 années, pas la première année, mais au terme de la deuxième année, on était arrivé à ce taux de 30%. On va relancer une campagne de communication là dès le printemps pour avertir et pour informer les parents des enfants qui seront en 5e à partir de septembre prochain que nous les solliciterons, pour leur proposer cette vaccination dont je dois rappeler qu'elle est évidemment volontaire et gratuite, mais qu'elle est sur le plan médical nécessaire pour permettre de prévenir les cancers liés au papillomavirus. Le ministre de la Santé, Frédéric Valletoux, c'était ce dimanche sur France Inter. Direction le Doubs à Grand-Charmont, ville de 6000 habitants. Souvenez-vous, nous avions parlé de cette école élémentaire saccagée pendant les vacances. Eh bien, la rentrée a pu se faire normalement. Effectivement, une réunion s'est tenue avec les élus, les professeurs et les rectorats. C'était ce matin. Objectif, mettre en place un plan d'action. Rappelons que les dégâts sont estimés à 30 000 €. La cantine avait aussi été totalement dégradée. Selon le maire, 5 ou 6 enfants âgés d'à peine 13 ans seraient responsables de ces dégradations. À présent, la question est de savoir qui a fait ça, comme nous l'explique d'ailleurs Aurélie Dzierżenski. Elle est adjointe au maire de Grand-Charmont, chargée des affaires scolaires. C'était sur RMC. Déjà, une école, toucher une école, on n'imagine pas, peu importe l'âge. Ça l'a interpellé. Enfin, quand il a vu ces jeunes, on voyait très bien que c'était des personnes en bas âge. Et c'est ce qui lui fait froid dans le dos, et à nous aussi également. Alors à présent, les personnels ne comptent pas baisser les bras, bien au contraire, ils vont continuer de proposer des projets. La mobilisation, elle se poursuit. Ça ne nous décourage pas, bien au contraire. Et d'ailleurs, hier, j'ai participé à un rassemblement qui a été à l'initiative de citoyens et de citoyennes devant l'école à 14h, hier à 14h, et qui affirmait encore une fois qu'on ne lâchera rien. Aurélie Dzierżenski, qui était en charge notamment à la mairie de l'espace enfance. Sur le plan de l'enquête, aucune interpellation n'a eu lieu pour l'instant.
Cette question, que s'est-il passé au collège Robert Doisneau dans le 20e arrondissement de Paris? Alors, selon les informations d'Europe 1, le principal aurait été violenté à l'intérieur du bâtiment par certains élèves. Récemment nommé à son poste, il était attendu d'ailleurs devant l'établissement par les professeurs qui étaient en grève. Il fait l'objet d'une enquête administrative et sa prise de poste était contestée par une majorité des enseignants qui ont refusé de donner cours. Face à cette situation, la majorité des heures a été banalisée. Plusieurs centaines d'élèves seraient donc sortis en même temps, provoquant un mouvement de foule. Et dans ce mouvement de foule, le principal aurait reçu 4 coups de pied. Mais selon l'enquête de nos confrères du Parisien, la réalité est loin des faits. Avancée par la station de radio, informée de cette cohue, la quarantaine d'enseignants et agents grévistes est alors venue en renfort du principal. En à peine 5 minutes, les 150 élèves ont pu être renvoyés chez eux puisque les cours n'étaient donc pas assurés. Le rectorat précise tout de même qu'une collégienne a été légèrement ouverte au menton. Elle a été prise en charge par les pompiers, mais pas plus d'infos concernant ce proviseur qui toutefois n'était pas revenu en cours aujourd'hui. En Seine-Saint-Denis, de nombreux établissements scolaires du département entrent dans leur 2e semaine de mobilisation. Alors on peut rappeler leurs revendications, Guillaume. Oui, des professeurs qui dénoncent la vétusté des bâtiments en hiver, 12 à 13 degrés, en été entre 38 et 40, des inondations à répétition. Ce problème d'isolation se retrouve d'ailleurs dans 70% des collèges du département, selon une enquête de l'intersyndicale. Dans 60% des cas, il manque aussi d'ordinateurs, de matériel, du savon également. Alors depuis le retour des vacances, plusieurs actions sont menées, des grèves, des manifestations, des rassemblements. Les enseignants réclament tout simplement un plan d'urgence par le département, la création de postes supplémentaires ou encore de surveillants, de CPE, d'accompagnants d'élèves en situation de handicap. Ce jeudi d'ailleurs, grève et manifestation jusqu'au ministère de l'Éducation nationale. Au volet judiciaire, un chauffeur de car mis en examen est placé en détention provisoire pour viol, agression sexuelle et violence sur des personnes vulnérables. Explique-nous les faits. Oui, âgé de 67 ans, il était employé comme chauffeur de car dans une entreprise spécialisée dans les transports de mineurs en situation de handicap. Les victimes seraient des jeunes filles qu'il transportait à l'école, des parents qui avaient d'ailleurs déposé plainte pour des faits de viol et d'agression sexuelle au préjudice de leur fille qui était porteuse d'une handicap physique et cérébral. Le chauffeur de la société notamment était soupçonné de l'avoir agressé à plusieurs reprises. La société de transport avait licencié ce conducteur en avril 2022 pour des comportements inappropriés, mais d'autres élèves du même établissement s'étaient alors manifestés. Des infractions qui auraient été commises entre le 1er septembre 2021, 14 avril 2022, ainsi qu'en mars 2002, voire avril 2000, ça remonte. Merci beaucoup Guillaume pour toutes ces informations. Remettre la pratique du théâtre sur le devant de la scène, c'est le souhait évoqué par Emmanuel Macron lors de sa dernière conférence de presse. Alors des cours qui deviendront un passage obligé au collège pour les 12 millions d'élèves français. De quoi sortir cette discipline de la case des options pour la déployer à un niveau national. Le théâtre à l'école, on en parle tout de suite. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Clémentine Marmet. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes comédienne, metteuse en scène et aussi directrice de l'école du théâtre de Clémentine qui se trouve à Paris dans le 15e. C'est ça. C'est bon, j'ai tout bon pour l'instant. Oui. Alors, dès la rentrée prochaine, Emmanuel Macron a annoncé que les cours de théâtre seront obligatoires dès le collège. Qu'est-ce que vous avez pensé déjà de cette annonce du président ? C'est formidable parce que ça permet en fait aux ados d'avoir une véritable ouverture sur le monde extérieur et ça leur permet le théâtre vraiment de prendre confiance et puis après surtout de se sentir plus à l'aise dans n'importe quelle circonstance. Donc c'est une chance et le théâtre a beaucoup de bienfaits. Alors justement, on va en parler, les bienfaits du théâtre, on va les détailler ensemble. Le président disait que le théâtre était vraiment nécessaire, utile comme moyen de surmonter, je cite, la timidité ou les réticences. Vous partagez ? Ah, complètement, oui. La timidité, effectivement, on a beaucoup d'enfants qui sont, ou d'ados qui sont parfois très, très mal à l'aise dans leur corps, même dans différentes situations. Et nous, on est là, en fait, pour un peu les mettre dans... Voilà, les bousculer un peu, les mettre un peu dans des situations différentes pour qu'ils puissent être le plus... ils trouvent confiance là-dedans. Et puis, mais c'est vrai que la timidité, en fait, il y a beaucoup de comédiens professionnels qui sont timides à la base.
Et c'est vrai que le théâtre, ça permet de s'affranchir de beaucoup de choses, de beaucoup d'angoisse, de beaucoup de stress, de choses qui sont pas forcément bonnes pour l'attention, la concentration. Et du coup, pour l'école, c'est vraiment génial parce que ça permet aux élèves après d'être plus réceptifs, de se sentir beaucoup plus à l'aise dans leur corps, vivants. Et du coup, ils intègrent beaucoup mieux les informations des professeurs. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien le théâtre ou qui n'ont pas eu la chance, tout simplement, d'aller au théâtre ou de faire du théâtre, en quoi ça peut être... parce que ça pourrait paraître, en fait, complètement antinomique, le fait à la fois d'être hyper timide et de se dire, tiens, je vais aller faire du théâtre, de se jeter dans la gueule du loup, en fait. Ouais. Pourquoi ces bienfaits-là et qu'est-ce qui se passe, justement, lorsqu'on décide de franchir ce pas ? Eh bien, je pense que c'est important pour toute personne de faire face à ses peurs. C'est-à-dire que pour, par exemple, une personne très timide, faire du théâtre, c'est aller presque vers l'impossible. Et aller vers l'impossible, c'est difficile, mais il faut avoir ce courage-là. Quand on a ce courage-là, quand on se dit que on se lance, on va vers l'inconnu et on a le courage d'être sur l'instant, ça permet vraiment de s'engager dans le monde et puis du coup de pouvoir se redécouvrir soi. Est-ce que c'était aussi votre cas quand vous étiez plus jeune, vous étiez plus timide avant de faire du théâtre ? J'étais hyper timide. On vous en a parlé ? Pas avec les professeurs, si avec les profs justement, et puis la famille et tout ça, j'étais pas forcément très à l'aise, mais avec les copains, j'ai toujours été très vivante, voilà. Donc c'est paradoxal, ouais. Et qu'est-ce qui vous a décidé à prendre des cours de théâtre justement ? Ah bah moi j'ai commencé au collège justement. C'était une option à l'époque ? Alors on avait une troupe de comédiens dirigée par Jean-Robin Vesperini, qui maintenant est metteur en scène d'opéra. Mais et puis il nous a tout de suite proposé des rôles. Moi j'en avais jamais fait. J'avais déjà vu des pièces, bien sûr, des représentations, et je m'étais dit non, surtout pas. Et pourquoi vous avez dit oui ? Qu'est-ce qui vous a poussé à dire oui ? Et en fait, ce qui m'a poussé à dire oui, c'est qu'un jour j'ai vu mon frère sur scène et que là je me suis dit que je pouvais faire mieux que lui. Mais c'était à la limite une petite guéguerre sympathique, saine, je veux dire. C'était l'idée de pouvoir, c'était le duel en fait. Bah c'est un peu ça, bah ouais, c'est un peu la guerre entre frères et sœurs parfois. Et donc on essaie de s'identifier d'une certaine manière, Et moi je me suis dit à ce moment-là, ah ouais là d'accord, je pense que je peux marquer des points. La première impression sur scène, arriver sur scène, porter un texte, qu'est-ce que vous avez ressenti, vous vous souvenez ? C'est tellement agréable. C'est une énergie, le public, on sent les émotions d'un coup. Nos émotions, on est obligé d'être ouvert quand on joue parce que sinon il n'y a rien qui se passe. Mais quand il y a un public, il y a quelque chose qui se passe, hein, même pour tout le monde. Enfin, et ça débloque. En fait, c'est bizarre, mais ça débloque les émotions parce qu'on se sent en sécurité. Il y a un cadre. Alors c'est justement cette mise à nu dont on parle, et dont on parle aussi avec les élèves, puisque pour revenir à l'actualité, effectivement, je le rappelle, dès la rentrée prochaine, les cours de théâtre deviendront obligatoires pour le collège. Donc beaucoup de collégiens ne sont pas habitués au théâtre, ne sont pas du tout sensibilisés tout simplement au monde du théâtre, des décors, des costumes et de la scène. C'est une façon aussi d'arriver à un moyen peut-être qui peut être gagnant pour les cours de français. Oui, parce qu'en fait, par exemple, moi j'ai des élèves qui viennent me voir et qui souvent me disent tiens, j'ai travaillé ce texte en cours de français, j'aimerais beaucoup le présenter au spectacle de fin d'année, est-ce qu'on peut le travailler ? Et je pense qu'il y a vraiment un lien très fort qui se fait et qui peut vraiment se faire là à partir de la rentrée prochaine entre le travail des professeurs de lettres et le travail des professeurs de théâtre, parce que il y a une explication. Je pense que c'est peut-être l'explication du texte qu'on donne en fait aux élèves avant, et du coup ils comprennent bien le texte, mais ils ont envie justement d'aller plus loin et de vivre les personnages, de construire des choses, à un moment donné de donner du relief à ce qu'ils apprennent. Et c'est vrai que c'est important, je pense, dans la scolarité, de se sentir vivant à l'intérieur de ce qu'on fait, pour bien enregistrer, bien comprendre les choses. Une ouverture culturelle aussi, effectivement sur des auteurs dont on n'a pas l'habitude de travailler, sur des textes, et puis aussi sur la culture de manière générale, peut-être.
Oui, c'est vrai que ce qui serait aussi... Enfin, moi, je sais que dans notre collège et dans notre lycée, alors c'était dans le 7e arrondissement, mais c'est vrai qu'on avait accès à beaucoup de pièces de théâtre. On nous amenait, en fait, 3-4 fois dans l'année voir des pièces. Et ça, je trouve que c'est important parce qu'il y a des élèves qui ne sont jamais allés au théâtre, même quand ils sont issus de familles très aisées. Et puis, c'est vrai que pour pouvoir faire du théâtre, il faut avoir vu du théâtre parce que sinon c'est compliqué, quoi. Alors avec le pass culture, effectivement, qui a été mis en place il y a quelques temps, les étudiants sont un peu plus amenés à aller vers le théâtre, mais ce n'est pas encore peut-être suffisant aujourd'hui. Le théâtre, c'est, vous le disiez, une mise à nu, une prise de risque. Le théâtre, c'est aussi étudier la voix, la posture, le rythme. Oui, c'est vrai. Oui, on fait souvent des échauffements. Enfin, même il faut faire des échauffements avant un cours de théâtre pour pas se casser la voix, et puis surtout être dans la bonne énergie pour interpréter un rôle, parce qu'on va pas donner un texte comme ça à un élève et dire bon bah vas-y tu joues. Il faut être dans un certain état. Et c'est vrai que ça demande vocalement, des notions. Même on a parfois il y a des chanteurs qui viennent dans nos cours, des enfants, des ados qui savent vachement bien chanter. Et c'est vrai que ça demande aussi un travail sur le corps, un travail de déplacement, un travail sur les émotions, etc. Oui, c'est très important là. On fait beaucoup d'exercices d'articulation pour vraiment apprendre aux élèves à ne pas parler trop vite, parce que généralement c'est le défaut qu'on voit souvent, c'est les élèves qui souvent disent les textes mais très 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 vite. Et pour nous, notre travail, c'est vraiment de dire on ralentit, on respire, on pose la voix et on fait beaucoup d'ailleurs d'exercices de respiration parce que c'est ça qui permet après de dire un texte plus ou moins vite. Et ça donne de la vie, surtout, la respiration au texte. Et c'est une façon aussi, peut-être pour les élèves, de prendre conscience de leur propre corps, justement, de leur respiration, de qui ils sont profondément. C'est comme des petites phases de méditation, si je peux dire, mais dans le cadre de l'école. Oui, c'est vrai. C'est important de se connaître, en fait, pour faire ce métier. En fait, je trouve que encore plus que pour la musique ou la danse, qui demande une technique comme le théâtre demande une technique. Mais le théâtre, en fait, comme c'est un travail vraiment sur soi, on travaille avec son corps, sa voix, etc. Ça demande, il faut réfléchir sur ce que nous apporte le personnage, ce qu'on peut apporter au personnage. Alors, quand on est sur scène, non, il ne faut pas réfléchir, mais il faut réfléchir en dehors, quoi. Mais réfléchir sur soi, justement, faire une sorte d'introspection, cela permet aussi peut-être cette fameuse mise à nu dont on parlait, de se mettre sur un plan d'équité de tous les élèves, et peut-être, si on pousse le raisonnement un peu plus loin, de pouvoir parler de cette notion de harcèlement, de pouvoir lutter contre le harcèlement scolaire, d'être dans une forme d'idée égalitaire, où on est tous sur le même plan du risque. Oui, c'est ça, c'est que aussi il y a une cohésion qui se fait dans un groupe à partir de cette mise à nu. C'est-à-dire qu'on est tous dans le même pétrin. Il faut essayer de s'en sortir. Et pour les spectacles, c'est vrai que c'est génial parce que ça permet de se souder les uns les autres, vraiment de s'entraider, de se faire répéter les textes. Voilà, il y a vraiment... nous, dans notre structure, en tous les cas, c'est important qu'il y ait une bonne ambiance et qu'il y ait une entraide des uns avec les autres et que... Voilà, et c'est vrai qu'il y a une peur, une mise à nu, et pour ça, je trouve que les ados sont géniaux, même les enfants, ils se respectent beaucoup là-dedans. Et dans la vie, il n'y a pas forcément ça, il n'y a pas cette sincérité, et on la retrouve au théâtre. Et c'est important de retrouver cette sincérité qu'on a enfant, en fait, qui vient de là et qui permet de jouer, quoi. Clémentine Marmiel-Jeté, vous êtes directrice de l'école du théâtre de Clémentine à Paris. Il y a des textes que vous étudiez plus que d'autres, les auteurs que vous étudiez? Alors pour les ados et les enfants, oui, on ne peut pas travailler sur tous les auteurs parce que il faut des textes appropriés. Donc on travaille sur des textes classiques, beaucoup. Molière, par exemple, j'ai le Malade imaginaire sous les yeux.
Une scène où c'est Toinette et Argan qui sont ensemble. Je ne sais pas si vous connaissez par cœur, mais enfin, c'est quand même un texte classique, le mal imaginaire. Oui, voilà, il s'affiche à l'écran. On voit les dialogues. Est-ce que, par exemple, c'est une scène que vous pourriez étudier? Oui. Et pourquoi? Oui, alors il y a des scènes qu'on travaille dans le malade imaginaire, l'acte 1, scène 2, entre Toinette et Argan. Et parce que c'est des scènes qui sont marrantes à travailler pour des enfants ou des ados, parce que c'est des scènes comiques et qu'on peut les travailler de manière burlesque. C'est-à-dire pousser très loin le comique, le corps, la voix. On peut vraiment développer les personnages de manière très intense. Et que les personnages aussi sont très différents les uns des autres. Donc du coup, avec le contraste des personnages, il y a quelque chose qui se complète. Et c'est vrai que Molière, en plus, au niveau de la langue, donc c'est XVIIe siècle, ça structure énormément Et puis c'est aussi, Molière, c'est aussi rire de la bourgeoisie, c'est aussi dépeindre la place de la femme dans la société à l'époque, évidemment le décalage entre les classes sociales, les problèmes d'inégalité sociale de l'époque. En fait, c'est très actuel. Oui, ouais. Et c'est vrai que, par exemple, dans la scène entre Argan et Toinette, il y a un tyran, l'autre, c'est une soubrette, donc il y a des positions de pouvoir, de soumission, donc on apprend à jouer avec ça et puis aussi à l'aborder avec humour, quoi, avec un peu plus de distance. Et après, ça donne vraiment une force dans la vie aussi, d'avoir cette distance-là, cet humour, et puis voilà, parce que ça donne des références aussi. Tous les bienfaits du théâtre, de toute façon, on le sait intuitivement et on le voit grâce à vous. Comment, et c'est ma dernière question, malheureusement on a peu de temps, mais comment imaginer une mise en place à l'école? Parce qu'on sait très bien que déjà la technologie va se terminer au profit du choc des savoirs et donc des français et des maths. On pourrait imaginer qu'on rogne par exemple sur les cours de MC, mais pour autant ils sont privilégiés aujourd'hui. Comment faire pour imaginer plus de place donc pour le théâtre à l'école? Anne Hidalgo l'a déjà mis en place avec les temps d'activité périscolaire dans les écoles élémentaires. Là, ce ne serait pas périscolaire. Oui. Là, ce serait vraiment donc ça serait obligatoire. Peut-être, alors je ne sais pas comment Emmanuel Macron va organiser ça avec son équipe, mais il faudrait, je pense, au moins, dans l'idéal, 2 heures de théâtre pour les ados, par semaine, ce serait magnifique, avec des groupes de 15. Avec des professeurs intervenants qui viendraient, comme vous par exemple, dans les lycées, les collèges. Le truc, c'est qu'il faut, pour que ça soit efficace et qu'il y ait des choses vraiment qui se débloquent, il faut vraiment des professeurs de théâtre, des metteurs en scène professionnels, des comédiens professionnels, pour vraiment donner les bonnes bases théâtrales et puis voilà. Les bonnes techniques, quoi. L'appel est lancé, ça fera du boulot pour tous nos amis artistes qui veulent travailler et qui veulent intervenir dans les établissements. Et on espère que ce sera suivi en tout cas. Merci beaucoup Clémentine Marmet d'avoir été avec nous. Vous êtes comédienne, metteuse en scène et directrice de l'école du théâtre de Clémentine à Paris dans le 15e. Merci d'avoir été avec nous. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Sylvie Robin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes commissaire de l'exposition Dans la Seine, objet trouvé de la préhistoire à nos jours. Ça se passe à la crypte archéologique de l'île de la Cité. Ça a commencé le 31 janvier, ça dure 1 an. Alors, pour ceux qui ne savent pas encore, on va quand même resituer. Cette crypte archéologique de l'île de la Cité, c'est un espace qui est souterrain, vous me coupez si j'ai tort, qui est aménagé en fait pour présenter des vestiges archéologiques, c'est ça, qui ont été découverts sous le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Je crois que cette crypte elle a été fermée à cause malheureusement de l'incendie et des travaux qui ont été faits et ça vient de rouvrir. Ça a ouvert déjà il y a 1 année. Ah, il y a 1 année, voilà, je suis en retard moi, déjà.
Il y a une année, d'accord. Alors c'est un musée qui est un peu caché, donc c'est normal qu'on ne le connaisse pas forcément. Il est souterrain, il est caché, mais il est intéressant parce que c'est le seul site archéologique visitable dans Paris et on peut y voir des tas de vestiges, surtout de l'Antiquité, qui nous font remonter à l'histoire de Lutèce en fait. Oui, c'est ça, c'est l'occupation romaine, enfin oui. c'est médiéval, donc on imagine plein de choses. Alors quelle est l'importance de comprendre justement l'histoire et l'évolution de la Seine à travers les objets qui ont été découverts et que vous exposez? Alors l'histoire de la Seine, c'est une longue histoire entre Paris et la Seine. Et c'est un fleuve qui a façonné vraiment le paysage en Île-de-France et en particulier Paris. Et au travers de quelques découvertes, de quelques épisodes, nous voulions rappeler comment s'était construite cette histoire des populations sur ces berges. Depuis le paléolithique en fait. Mais comment est née cette idée d'exposition, Sophie Robin? C'est-à-dire que tout d'un coup, on vous a présenté un objet que vous ne soupçonniez pas, puis un deuxième, c'est ça? Et puis un troisième? Oui, c'est ça. Le premier objet, la première découverte dont on m'a parlé, c'est un mascaron, donc une sculpture qui provient du Pont-Neuf, qui avait été remontée par des plongeurs de la brigade fluviale. Et je trouvais que c'était un objet assez très emblématique de Paris, parce que le Pont-Neuf, c'est un grand pont de Paris. Très beau. Et en même temps, assez énigmatique, pourquoi il y avait cette sculpture dans le fond du fleuve, comment on l'avait retrouvée, donc il y avait toute une histoire à raconter. Et par la suite, il y a eu également une nasse de pêche découverte par l'INRAP, donc qui révélait toute une pêcherie du 1er siècle, de l'époque romaine. Donc à l'époque, on pêchait dans la Seine. Voilà, on pêchait dans à Paris. Seine. Alors là, non, on n'est plus à Paris, on est à Pont-sur-Seine, on est près de Nogent-sur-Seine, mais c'est vraiment... c'est tout près. C'est tout près, Oui. et puis c'est surtout des paysages qui sont similaires, très proches de ceux qu'on pouvait avoir à Paris. Et là aussi, cette nasse magnifiquement conservée m'a donné l'idée de développer, d'aller un petit peu chercher tout ce qu'on pouvait exposer pour expliquer les relations entre la Seine et les Franciliens. Mais justement, ces relations, c'était quoi? En fait, il y avait des rituels qui étaient faits dans la Seine aussi, ça paraît assez religieux. Alors il y a toute une partie qui est, il y a toute une partie pratique, c'est-à-dire les populations de la préhistoire qui s'installent sur les berges ou sur les îlots de la Seine sont là évidemment pour profiter d'un paysage qui est nourricier, qui est protecteur. Donc on va chasser, on va pêcher, on va. Il y a des termes aussi? Ah, à la préhistoire, non. Non, pas la préhistoire, pardon. Je parlais un peu plus tard. En fait, après, on rentre dans la période urbaine. Ouais, et là, la Seine va prendre tout son rôle dans la ville, puisque la Seine va organiser un petit peu... On va organiser plutôt, à partir de l'époque romaine, tout le commerce à partir de l'axe fluvial que constitue la Seine et de l'axe routier qui traverse la Seine. Donc, en faire un espèce de nœud commercial. Et c'est à partir de là que va Lutèce va se développer. D'accord. Et donc ces fameux termes, il y en avait ou pas? Alors il y a des termes. Ah oui. Donc à Lutèce, ville romaine, il y a des grands termes qui sont les termes de Cluny, qu'on connaît tous très bien. Il y a des termes qui ont disparu, qui sont les termes aussi au Collège de France. Et sur l'île de la Cité, on est à une période plus tardive où en fait l'armée s'installe dans l'île pour protéger Lutèce des invasions barbares qui viennent de l'Est. Et là, donc l'armée arrive et on va faire plutôt des petits termes. Il y en a plusieurs, il y en a au moins 3 ou 4 établissements thermaux dans lesquels les soldats vont faire leur toilette quotidienne. Et on se baignait dans la Seine à l'époque? Je me pose cette question juste avant que les JO arrivent à Paris quand même. Alors, Paris 2024. C'est la question. On se baignait forcément, puisque on pêchait, on avait tous des activités, on amenait ses troupeaux, on se baignait forcément. Et la seule mention qu'on a de bain dans la Seine, ce sont des illustrations d'un manuscrit du Moyen-Âge sur la vie de Saint-Denis, où on voit des petits personnages qui sont tout nus dans l'eau entre les poissons. Alors, comment a été organisée cette exposition? J'imagine que vous avez réuni à la fois des chercheurs, des archéologues, peut-être des amateurs aussi, qui ont trouvé des objets qui datent de leurs parents, grands-parents ou arrière-grands-parents. On s'est fait aider de chercheurs, de spécialistes. Donc on a travaillé avec un service archéologique de la ville de Paris qui s'appelle le DHAP, qui nous a fourni des prélèvements de bois qui étaient très importants. On a travaillé avec l'INRAP, bien évidemment, qui réunit de nombreux chercheurs. Et on a travaillé avec le musée archéologique de Dijon, qui nous a prêté des ex-voto, donc c'est ces dons
qu'on offre aux sources de la Seine. On a travaillé avec des chercheurs privés comme ceux qui travaillent au musée Gaïa dans la Marne. Et aussi, on a travaillé évidemment avec la brigade fluviale de Paris qui est là pour protéger, pour surveiller la Seine et qui, à l'occasion, remonte des objets qui gisent au fond du lit de la Seine. Oui, justement, parce que c'est au fond de la Seine, vous le dites si bien. Alors, comment la préservation de ces objets archéologiques, dans des conditions donc aquatiques, diffère-t-elle des conditions dites terrestres ? C'est quand même pas la même chose en termes de... Alors c'est différent, mais parfois le milieu humide conserve mieux les objets archéologiques, en particulier pour tout ce qui est bois, pour tout ce qui est qu'on appelle matériaux organiques, c'est-à-dire tout ce qui vient du vivant, c'est-à-dire tout ce qui est végétal ou animal. Et en particulier le bois se conserve beaucoup mieux dans l'eau. Et c'est pour cette raison que la nasse de pêche de Pont-sur-Seine a été si miraculeusement conservée 2 millénaires plus tard, parce que le bois était tout gorgé d'eau. Et après, il y a un long processus pour restaurer, pour conserver ce bois, qui consiste à remplacer les molécules d'eau par des molécules de résine. Et on a justement dans cette exposition une nasse de pêche qui est quasiment neuve. Vraiment, on s'y croirait, on pourrait partir à la pêche avec. Là. Donc en fait, l'exposition s'oriente quoi ? C'est chronologique déjà ? C'est chronologique. Oui. Alors il y a 4 périodes, ça c'est très classique. On part de la préhistoire, avec le paléolithique moyen et une fouille récente menée à Clichy-la-Garenne qui a révélé une installation de Néandertal avec la présentation de 2 défenses de mammouth qui est vraiment l'animal emblématique de la préhistoire. Et puis on l'a retrouvé donc dans la Seine, dans le fleuve. Ah non, alors on l'a retrouvé en fait sur les. On expose deux défenses de mammouth, l'une qui est un fac-similé qui a été trouvé en Seine-et-Marne par l'INRAP en 2014, et une véritable défense de mammouth qui a été trouvée à Fismes dans la Marne. Alors là, on n'est plus dans la Seine, on est plutôt sur ces berges. D'accord. Là, en l'occurrence aussi sur les berges de la Marne, et c'est là que au Paléolithique, des groupes de Néandertal allaient d'îlot en îlot pour tailler des outils, non pas pour chasser, mais pour dépecer les animaux qu'ils trouvaient et le gibier qu'ils trouvaient. Alors là, on les a trouvés a priori sur les berges, mais sinon, quelles sont les technologies ou les méthodes utilisées pour pouvoir justement aller vers ces fouilles, pour pouvoir découvrir ces objets ? Alors aujourd'hui, les fouilles qu'on peut faire qui sont en rapport avec la Seine, c'est vraiment sur les berges, et ce sont des dispositifs anciens qui remontent jusqu'à la préhistoire. C'est comme ça qu'on a retrouvé les pirogues de Bercy, c'est comme ça qu'on a retrouvé aussi une installation mésolithique sur les berges dans le 15e arrondissement. Après, pour les découvertes récentes, ce ne sont plus des découvertes forcément archéologiques, mais ce sont des collectes, des ramassages d'objets, des découvertes ponctuelles, et ces découvertes se font beaucoup en draguant la Seine. Draguer la Seine, en fait, c'est racler le fond du fleuve pour faciliter la navigation, pour que le niveau soit plus profond. Et en raclant le fond du fleuve, on ramasse des tas de sédiments, du sable, et c'est dans ce sable que, surtout au 19e siècle, on a retrouvé énormément d'objets qui avaient été jetés, qui avaient atterri au fond du fleuve et qui étaient mélangés à ce sable. Et en sortant le sable, voilà, on a pu découvrir des armes. Beaucoup d'armes, des armes de l'âge du bronze, des armes du Moyen-Âge et également des armes de l'époque moderne. Et puis peut-être des pièces aussi d'aujourd'hui, même des euros, pourquoi pas, puisqu'il y a encore... il y a forcément des pièces, mais là en fait c'est très petit. Il faut savoir que dans la Seine, les plongeurs de la brigade fluviale, qui sont les seuls habilités à plonger à Paris, ont une visibilité très très limitée parce que l'eau est très glauque, l'eau est... Dites pas ça, Anne Hidalgo. Elle ne va pas l'entendre. Alors, glauque, c'est une couleur. Je ne veux pas dire que l'eau est sale, mais donc la visibilité est mauvaise et donc trouver une pièce, c'est un miracle. En fait, on trouve plutôt des objets un peu plus grands. Oui. Mais ceci dit, les plongeurs ont remonté notamment 2 têtes de statues en marbre qui sont assez exceptionnelles et ce grand mascaron qui a été démonté du Pont-Neuf, sans doute parce que la sculpture a été trop abîmée pour être conservée en place. Et donc, on pourra retrouver justement lors de cette exposition dans la Seine, objets trouvés de la préhistoire à nos jours, à la crypte archéologique de l'île de la Cité, donc juste à côté de Notre-Dame. Vous allez voir la cathédrale et hop,
vous allez Voilà, dans la descendez. fameuse crypte, vous descendez dans la crypte archéologique qui donc a ouvert il y a 1 an. Il irait peut-être temps que j'y aille moi parce que le temps passe trop vite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce grand JT. On va retrouver Guillaume Buan pour sa chronique. Ce lundi 4 mars est un jour historique. Réunis en congrès à Versailles, les parlementaires ont bien inscrit la liberté garantie de recourir à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, un long combat pour les femmes. Oui, car il fut un temps où avorter était un crime, voire un délit passible de peine de mort, puis plus tard d'emprisonnement, et ce pendant plus de 400 ans. Mais tout a changé le 5 avril 1971 avec le manifeste des 343, une pétition parue dans le Nouvel Observateur appelant à la législation de l'avortement en France, en raison notamment des risques médicaux provoqués par la clandestinité dans laquelle il était pratiqué. En 1972, les procès de Bobigny, où sont jugées une jeune fille mineure qui avait notamment avorté après un viol et 4 autres femmes qui l'auraient aidée, là aussi jugées pour complicité et pratique de l'avortement. Cela devient un procès politique qui a suscité de larges débats et qui a abouti à l'acquittement des prévenus en 72, tous les deux largement médiatisés. Et cela marque la présence très forte de ce sujet sur la table des débats publics. Dès lors, le ministre de la Justice donne consigne au parquet de ne plus poursuivre les avortements. Et en parallèle de tout cela, plusieurs mouvements fleurissent. C'est le cas de Laissez les vivre, fondé en 1971, ou encore en 1973, un autre mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, avec à sa tête des médecins, des militants non médecins qui vont réaliser des IVG, qui vont les revendiquer, qui vont les organiser ouvertement dans des bus. Et tout change également le 26 novembre 1974. À la tribune de l'Assemblée nationale, la ministre de la Santé de l'époque, Simone Veil, elle présente son projet de loi. Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager? Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. Alors le 17 janvier 1975 est donc promulguée la loi dite Veil qui va dépénaliser l'avortement et qui encadre légalement l'interruption volontaire de grossesse. Une image à présent, nous sommes 50 ans plus tard en congrès à Versailles. Des applaudissements en l'hommage justement de Simone Veil à la demande du Premier ministre Gabriel Attal. Et on remercie à nouveau Najat Vallaud-Belkacem pour ces images. Le droit à l'IVG entre donc dans la Constitution, mais cela reste un sujet qui divise, Guillaume. Oui, c'est toujours d'actualité. C'est le cas par exemple d'un sénateur, Thierry Maignan. Il est encarté aux Républicains, élu en Seine-Saint-Denis. Il explique avoir été interpellé par sa compagne, mais également par ses neveux, sa nièce ou encore ses belles-filles. Tous les âges étaient représentés pour lui demander de voter pour, ou encore une sénatrice qui a témoigné auprès du quotidien La Provence. Si je vote contre, mes filles ne viennent plus à Noël. Dans l'hémicycle, plusieurs ténors des Républicains, justement, s'étaient publiquement opposés à ce texte. C'est le cas du président du Sénat, Gérard Larcher. Ces mots, la Constitution n'est pas un catalogue des droits sociaux ou encore sociétaux. Autre réaction, celle de la Conférence des évêques de France, qui dit avoir appris avec tristesse le vote des sénateurs. Dans une déclaration, la CEF redit que l'avortement, qui demeure une atteinte à la vie en son consentement, ne peut être vu sous le seul angle de la femme. Voilà pour ces réactions à droite. Et du côté des associations, Guillaume? Alors, j'ai échangé avec Emmanuelle. Elle est militante notamment pour le collectif féministe Nous Toutes. Cette adoption est une bonne chose. Ça va dans le sens de la fin du contrôle de la société et des hommes sur le corps des femmes. Vous connaissez ce slogan « Nos corps, nos choix », mais ça y va très lentement. Donc c'est une belle première étape de franchie. Après un combat long de 70 ans, on puisse enfin consacrer l'avortement dans la Constitution. C'est effectivement une victoire. Alors certes une victoire, mais selon ses mots, une victoire en demi-teinte pour Emmanuelle et le collectif. Alors justement, il nous explique pourquoi. Le Sénat, en fait, a bloqué une première proposition de loi qui avait été votée par l'Assemblée nationale, qui consacrait un droit effectif et garanti à l'IVG, qui permettait ensuite aux législateurs de s'assurer que le recours à l'IVG était effectivement possible
accessible partout sur tout le territoire français. Et là, c'est pas le cas. On laisse le pouvoir au Sénat et à l'Assemblée d'encadrer les conditions d'accès à l'avortement. Alors, lorsqu'on échange avec Emmanuel, eh bien, il y a une chose qui ressort, ce sont les craintes qui persistent. Écoutez-la. Cette inscription dans la Constitution telle qu'elle est faite ne change rien par rapport au dispositif législatif actuel. Au mieux, c'est la même chose. Au pire, le législateur peut revenir en arrière. Ça veut dire qu'avec une majorité qui serait contre l'IVG dans un futur, proche ou lointain, peu importe, on pourrait réduire le délai pendant lequel il est possible de recourir à l'IVG. Est-ce qu'on ne reviendrait pas en arrière en le réduisant à 12, 10 semaines, 8 semaines? C'est toutes ces questions, en fait, qui ne sont pas réglées par cette inscription dans la Constitution. Alors Emmanuel revient également pour nous sur la situation de ces femmes qui souhaitent avorter. Des centres qui sont beaucoup trop loin, sans moyens pour certains et finalité, bien bon nombre de ces femmes renoncent à l'IVG. Le problème arrive pour ces personnes-là de façon assez violente parce qu'effectivement, elles peuvent s'apercevoir assez rapidement qu'elles ne peuvent pas avorter proche de chez elles en fait. Et ces personnes-là peuvent renoncer à un avortement en se disant c'est trop compliqué, c'est trop loin, j'ai pas la possibilité, j'ai pas les moyens de me déplacer. On sait qu'en 15 ans, 130 centres d'avortement ont fermé. Donc on va dans un sens très restrictif en fait. Est-ce que cette constitutionnalisation va permettre un focus important là-dessus et on va enfin écouter les associations qui militent pour la réouverture de ces centres? Je l'espère. La France va donc devenir le premier pays à inscrire explicitement l'avortement dans sa constitution. Et quelle est la situation dans les autres pays, Guillaume? Alors, on se souvient des États-Unis, ça avait fait beaucoup parler. Nous sommes en juin 2022. La Cour suprême avait décidé de révoquer l'arrêt Roe versus Wade qui garantissait le droit d'avorter sur tout le territoire des États-Unis. Je vous donne un exemple. De janvier à juillet 2023, plus de 511 000 IVG ont été pratiqués dans les 36 États qui autorisent encore l'avortement. Sur la même période en 2020, 465 000 avortements pratiqués dans l'ensemble des 50 États américains où l'avortement était à l'époque légal. Chez nos voisins européens, en Italie par exemple, la première ministre Giorgia Meloni, la patronne, avait affirmé ne pas vouloir revenir sur la loi adoptée en 1978 qui dépénalise l'avortement. Et pourtant, l'arrivée au pouvoir de son camp politique dans différentes régions a fragilisé cet accès. Écoutez justement Emmanuel à ce sujet. En fait, on voit qu'en Italie, en Pologne, en Hongrie, on a soit une absence de possibilité de recourir à l'IVG, soit un droit extrêmement restreint, avec beaucoup de complications, ce qui fait que ça revient quasiment à le supprimer. Donc effectivement, encore une fois, c'est important que nous, en France, on montre l'exemple et qu'on consacre cette liberté d'avorter. Pour terminer, Guillaume, est-ce que vous pouvez nous rappeler les conditions d'accès à l'IVG? Bien sûr, seule la personne concernée peut en faire la demande. L'IVG est possible jusqu'à 14 semaines de grossesse, 16 semaines également après le premier jour des dernières règles. L'IVG est prise en charge aussi à 100% par l'assurance maladie avec des dispenses totales d'avance de frais pour les femmes assurées socialement, les mineurs, les bénéficiaires de l'aide médicale d'État. Une mineure n'a pas besoin aussi d'une autorisation parentale pour avorter, mais elle doit être accompagnée d'une personne majeure de son choix. Il est possible de bénéficier aussi d'un anonymat total pour cet acte. Et il n'est pas nécessaire d'avoir la nationalité française pour avorter chez nous en France. Il est bon de rappeler également qu'une cérémonie de scellement aura lieu ce vendredi 8 mars, l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, en présence d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup Guillaume. On va retrouver tout de suite Malika Ménard dans Souvenir d'écolier avec son invité de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenir d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi, cette semaine, Anisha Jo. Bonjour Anisha. Bonjour Malika. Alors, tu es chanteuse, évidemment. Le grand public t'a découverte il y a 1 an, à l'occasion du retour de la Star Academy. Star Academy que tu as d'ailleurs remporté. Ouais. Depuis, tu as sorti un premier album en novembre dernier, Lumière. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots pour commencer ? De l'aventure Star Academy jusqu'à l'album, pour moi, ça a été une vraie expérience, une expérience de vie. Déjà, la Star Academy, c'était une école. Donc, j'ai appris beaucoup sur moi, déjà. J'ai beaucoup appris aussi sur le plan artistique. Mais j'ai surtout grandi en l'espace d'1 an, mais d'une vitesse... T'avais quel âge ? J'avais 22 ans. D'accord. À la Starac. Et 22 ans et demi. Et quand je suis sortie, j'ai fait l'album Lumière. C'était pour moi une première expérience, en tout cas.
surtout de m'adapter très vite à ce nouveau milieu que je ne connaissais pas. Et puis, pour moi, écrire les chansons, c'était vraiment, ça me faisait du bien, en fait. Et bon, depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je suis tellement contente d'avoir sorti cet album parce que pour moi, la musique, c'est aussi une thérapie. Et pouvoir partager des mots avec les gens, en fait, c'était surtout pour moi la raison pour laquelle je faisais de la musique. Et après, dans les prochains mois, c'est quoi la suite? Il y a la tournée alors? Oui, voilà, il y a la tournée. Avec la dernière saison de la Star Academy. Oui, je serai en première partie, en ouverture donc de certaines dates, pour partager des moments avec le public aussi et dans cette grande famille qui est la Star Academy. Parce que même si je ne suis pas de leur promo, ça reste quand même une grande famille. Tu les as suivis? Oui, je les ai suivis. On va arrêter de regarder devant, on va regarder un petit peu derrière. Ouais. Déjà, où est-ce que tu as grandi? J'ai grandi dans la capitale de Madagascar, à Antananarivo, donc jusqu'à mes 16 ans. J'ai passé mon bac là-bas, j'ai fait une première année de fac et je suis arrivée quand j'avais 16 ans en France. Ton enfance là-bas à Madagascar, c'est comment? Madagascar, déjà, c'est un pays, c'est un très beau pays, mais qui fait face aussi à des difficultés. Et donc, j'ai moi-même été face à certaines difficultés là-bas. Donc, mon enfance, c'était un peu des montagnes russes. Mais justement, ces difficultés aussi ont fait que je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui. J'ai beaucoup appris, que ce soit sur moi-même. J'ai beaucoup appris de la vie, j'ai beaucoup appris... Dès le plus jeune âge? Oui. Je pense que le sens de la responsabilité nous fait grandir très vite. Et c'était surtout sur ce plan-là que moi, du coup, dans mon enfance, c'était vraiment le sens de la responsabilité. Et faire face à ces difficultés en étant enfant, ça fait grandir énormément vite. Et puis, voilà, j'ai quand même gardé certains souvenirs qui sont bien quand même, quoi. Mais quand tu regardes, c'est quand même un souvenir douloureux, si je comprends bien. Oui, il y a quand même eu des moments douloureux. Mais encore aujourd'hui, je me dis que tout ça, il y a toujours une raison. Et grâce à ça, au contraire, je remercie la vie pour ces moments-là, parce que ça m'a fait grandir, ça m'a fait voir autrement la vie aussi, et ça m'a donné de la maturité, je pense, dès mon adolescence. Et puis ça m'a rendue forte. Donc, je suis reconnaissante de tous ces moments-là. Est-ce que tu avais des frères, des sœurs? Oui, j'ai un petit frère qui est d'ailleurs à Madagascar. D'accord. Ouais. Tu es partie seule? Oui, je suis partie seule. Toi, tu as reçu l'essentiel de ton enseignement en français à Madagascar. Oui, parce qu'à Madagascar, la deuxième langue, c'est en français. Donc, beaucoup d'écoles enseignent en français et j'ai eu cette chance-là d'apprendre le français et de m'améliorer. En plus, partir faire l'université en France, ça m'a permis d'encore plus travailler sur mon français. Et aujourd'hui, je me débrouille pas mal. Ah oui, non, ça va, oui. Est-ce que la musique faisait déjà partie de ta vie dans l'enfance? Dans l'enfance, j'écoutais de la musique, mais je ne pensais pas faire mon métier ou quoi que ce soit quand j'étais plus jeune. Vraiment, c'est arrivé un peu plus tard, quand j'étais adolescente. Mais j'écoutais de la musique quand j'étais petite. J'aimais bien écouter Edith quoi Piaf. comme musique? Edith Piaf, de la musique française déjà? Non, rien de rien. Ça c'était vraiment une chanson qui m'a marquée, qui m'avait marquée quand j'étais enfant. Et c'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie d'Anisha Joe pour la suite de Souvenirs d'écolier. À demain. Merci Malika. À demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Elle en veut beaucoup à ses amis. Je répète que je n'en veux à personne, dit-elle, de m'avoir laissé tomber parce que mon truc est invivable. Mais la vérité, c'est que je vous en veux à tous.
Mais ça, je me souviens que je l'ai pensé. Parce qu'en effet, quand on a 19 ans et que ça nous arrive, on devient tellement encombrant pour les autres, parce qu'on ne peut pas faire un pas dans la rue, parce qu'on veut aller à une soirée, puis que finalement, une fois à la soirée, il faut rentrer de toute urgence. Et qu'on ou aller se planquer à la cave. Et du coup, on est quand même le boulet, comme on dirait aujourd'hui, et on veut pas l'être. Et en plus, on se dit que c'est très injuste, parce que on a beau essayer, en fait, ça marche pas. Donc, et on n'a pas les mots, enfin on les a, mais c'est pas des mots qui sont audibles en effet par des oreilles qui ne subissent pas ça. Parce qu'on peut pas dire à quelqu'un je me détache, il dit mais je comprends pas, tu te détaches de quoi, de qui, oui c'est ça. Donc ça prend du temps. Plane aussi pendant tout le texte l'idée de la mort. Le pire ce n'est pas d'être quitté par tous ou par le monde, le pire est de ne pas pouvoir vivre avec soi. Je m'apprête à mourir dans la folie, dit-elle, mais pas forcément l'idée du suicide. C'est vraiment, il y a l'idée d'une finitude. Qui plane tout du long, mais c'est un peu comme la chute que vous décriviez, c'est un truc qui s'arrête pas, quoi. Oui, c'est ça. C'est comme voilà, un camion qui vous fonce dessus et qui continue de foncer et qui n'arrive jamais. Mais donc, en fait, c'est la peur. Et oui, c'est pas une question de suicide, c'est qu'à un moment, la pensée de la folie, il faut vraiment des personnes dont c'est le métier pour dire mais non, vous n'êtes pas folle, en fait. C'est pas du tout ça. Parce que ce qu'on ressent, c'est évidemment... l'arrivée dans un monde complètement bizarre qu'on croyait ne jamais avoir à parcourir en fait, où c'est très bizarre quand on n'a rien bu, rien fumé et qu'on dit j'entends pas pareil, je vois pas pareil, et quand je marche ça tangue, les murs penchent. Comment se sortir de ça dans Inception. Voilà. Et du coup, en effet, c'est forcément à la fin il y a la mort, ça va pas continuer comme ça tout le temps. Ça se passe par des mots, ça se passe par des attitudes, et surtout, ça te fait quoi, à toi, de voir un mentoré prendre confiance quand tu y arrives? C'est réellement une fierté, parce qu'en même pas une semaine, on voit des évolutions remarquables. Donc ça se fait petit à petit, ou tu vois un déclic à un moment C'est plus petit à petit. D'accord. Donc d'abord, justement, on va installer les 4 valeurs de Campus. Donc tout d'abord, la confiance par les mentors, donc, où il y aura vraiment une cohésion d'équipe qui essayera de l'installer entre les jeunes, mais aussi avec l'équipe. Ensuite, la bienveillance. Donc peu importe ce qu'il peut dire, il n'y a pas de jugement. Donc à chaque prise de parole, à chaque fois qu'une personne sera amenée à se porter lui-même, donc à peut-être risquer de ne plus avoir confiance en lui, il y aura des applaudissements, ou plein de systèmes comme ça pour justement augmenter cette confiance en soi. D'accord. Il y a ensuite l'ambiance, bien évidemment, qui se complète parfaitement avec l'exigence. Ouais. Car sans ambiance et que de l'exigence, ça ne marcherait pas forcément autant bien. Ouais. Mais sinon, c'est justement toutes ces valeurs-là qui vont faire que chaque jeune puisse prendre confiance en eux au fil du séjour, et à la fin, ils auront confiance en eux. En effet, pour celui qui ne ressent pas la crise de panique, les symptômes sont incompréhensibles. C'est-à-dire qu'on dit aux gens ça va pas, c'est flou, je me détache. C'est comme si je voyais mais différemment. C'est comme si j'entendais mais dans un film d'horreur. Et en fait, c'est très inaccessible à ceux qui ne ressentent pas ça, parce que c'est bizarre. Alors on se dit soit elle est bizarre, elle est folle, soit par quelle maladie ça peut passer. C'est forcément quelque chose de concret. Est-ce qu'elle a un problème aux yeux? Est-ce qu'elle a un problème au cœur? Est-ce qu'elle a un problème de vertige? D'où ça vient? Et vous n'êtes pas prise, Maureen n'est pas prise très au sérieux, en tout cas au début. Ne t'inquiète pas, tu vas très bien. Ça arrive souvent, les petites crises de panique chez les jeunes. Ça, elle l'entend beaucoup. Elle l'entend beaucoup et c'est inaudible. C'est comme quand on dit, je sais pas, à une petite fille, t'es trop jeune pour aimer. Enfin, c'est pas audible parce que c'est tellement fort. Et je pense qu'on aspire tellement à une vraie maladie dans ces moments-là, en se disant c'est pas possible. Ils vont donnez-moi un diagnostic. Ouais, c'est ça. Donnez-moi un diagnostic, donnez-moi un traitement. Voilà. Et je me souviens que malgré ma phobie des piqûres, je me disais mais ils doivent pouvoir me faire des piqûres. Et en fait non. C'est quoi le plus grand obstacle à l'égalité, selon vous, en France? Aujourd'hui, je pense que c'est l'éducation. C'est l'éducation. C'est l'éducation, c'est l'orientation scolaire. Il faut mettre plus de moyens dans l'orientation, plus de moyens pour la formation des CPE. Aujourd'hui, on a un CPE pour 3 à 5 collèges. C'est catastrophique. Ça veut dire que les enfants, collégiens, collégiennes, ont 30 minutes de rendez-vous par an.
Complètement, c'est inutile. Lorsqu'on est parisien, on a à peu près un accès à l'information, et encore, parce que c'est facilité par les sorties en transport et les moyens qui sont mis. Mais quand on est au fin fond du Limousin, dans des banlieues excentrées ou autres, en tout cas en hyper-ruralité, comment on fait pour donner de l'orientation? Je ne parle même pas des quartiers prioritaires de la ville. En fait, c'est toute la jeunesse qui est impactée, mais leurs parents aussi et les patrons. Donc voilà, tout le monde doit agir sur l'orientation, donner sa chance à avoir envie de faire. Voilà. Donc c'est l'objet d'Elle Bouge, c'est susciter des vocations. Partout en France, parce que c'est aussi ce qui fait votre différence et que vous êtes vraiment partout. On est partout en France. On a 26 délégations régionales qui œuvrent pour animer localement l'ensemble de nos partenaires, de nos marraines, mais on est également présents sur tous les continents. Qu'est-ce qu'on peut faire, vous, moi, Dorit, comme premier pas vers l'égalité tous les jours? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut tous faire pour faire ce premier pas? Je pense que vous le faites tous les jours avec cette formidable émission où vous donnez la parole à l'éducation, à des spécialistes, des experts, des associations comme nous. Il faut, et vous, avec des présentations hyper tech qui démontrent en fait qu'on a une pédagogie qui est même facile, qui est facilitée. Il faut afficher son engagement tous les jours, il faut dénoncer, il faut soutenir les associations. Il y a un système associatif en France absolument exceptionnel et toute l'égalité des chances, l'égalité de genre, l'égalité orientation, toutes les égalités en tout cas, ou en tout cas le traitement des injustices tient par le système associatif qu'il faut soutenir. L'idée, c'est que derrière les soft skills, c'est ce qui est vraiment important et demandé pour trouver des stages, etc. Et finalement, c'est ce qu'on demande même à l'école quand il faut lire son exposé, présenter un sujet. Mais finalement, on n'a pas de temps explicite pour les enseigner ou les transmettre. Et l'idée, vraiment, c'est lors de ces 10 jours-là, c'est comme s'ils étaient dans un centre de formation en immersion. Et donc, on capitalise sur le temps à la fois formel et informel. Et malheureusement, ce qu'on ne peut pas retrouver à l'école parce qu'il y a beaucoup trop de jeunes. Et là, on est sur 40, avec un taux d'encadrement de 1 mentor pour 5 jeunes, ce qui est royal. 1 mentor pour 5 jeunes. C'est ça, alors que normalement, dans les accueils de collectifs mineurs, c'est 1 pour 12. Et donc là, cette proximité-là aussi permet d'avoir, de vraiment former de manière beaucoup plus poussée. 1 mentor pour 5 jeunes, 1 mentor pour 5 mentorés. Qui en profite le plus, le mentor ou le mentoré? C'est une très bonne question. Toi qui as vécu c'était des deux côtés. Je pense qu'on en profite autant en étant mentoré que mentor. Bonne réponse, on se met personne à dos. D'abord, je voudrais parler de cette association que vous dirigez, Elle Bouge, dont vous êtes la directrice générale, qui lance pour la première fois cette année son Equity Week, la semaine de l'égalité, c'est comme ça que ça pourrait se traduire. Une semaine de sensibilisation de votre communauté sur l'égalité des sexes. À quoi va donc ressembler cette semaine, Amel? La semaine de l'égalité, l'Equity Week, c'est une semaine complète, aussi bien en France qu'à l'international, avec des rendez-vous physiques et des rendez-vous en distanciel. La première chose, c'est un programme hyper chargé d'aujourd'hui jusqu'à jeudi, avec des conférences pour combattre les stéréotypes. Qu'est-ce que le sexisme? Comment y répondre? On aura une spécialiste de comment tu réponds, comment tu fais pour réagir quand tu as face à une action, des paroles sexistes. On aura également toute une demi-journée sur notre programme Elle Bouge en primaire, qui traite de la mixité des métiers. On va former nos marraines, donc on en a plus de 10 000 chez Elle Bouge, et nos partenaires à ce programme Elle Bouge en primaire. Donc dès le CM1, CE2, on déconstruit les stéréotypes. Il y a des métiers, ils sont faits pour tous, qu'on soit fille ou garçon. Il n'y a pas de métier de fille, il n'y a pas de métier garçon. Il y a des métiers tout court. C'est une semaine qui va se passer donc en France, mais aussi en distanciel. On a aujourd'hui plus de 1000 inscrites sur ces 4 jours. Et le vendredi 8 mars, c'est notre campagne digitale où on demande à toute notre communauté, et bien plus largement aussi, les ministres y participent, de télécharger un template qu'on met autour de sa photo sur les réseaux sociaux. Et là, on y inscrit une parole concernant l'égalité ou un rôle modèle qui nous inspire ou une action réalisée dans son entreprise, dans sa vie pour combattre les inégalités. Photographie de la peur, ce titre que je trouve absolument superbe d'ailleurs, parce que c'est une phobie qui a à voir avec l'espace. L'espace de la ville, l'espace évidemment du lycée, de l'université, des fêtes, de la rue.
Et puis parce que c'est vraiment une géographie qu'on installe. À partir du moment où on devient agoraphobe, on est obligé de recréer un environnement et on fabrique son pays, c'est-à-dire à ses dimensions, enfin aux dimensions possibles du quotidien. Et donc la géographie, selon les cas, j'imagine, se déplace parfois jusqu'à la porte de l'appartement, parfois jusqu'à la rue, parfois jusqu'à l'école, parfois jusqu'à la salle de bain parce qu'on ne va pas plus loin. Il y a vraiment toutes ces frontières à revisiter. Et tout fait peur. Mon cerveau fabrique du danger, dit Maureen. Je pense que c'est ça qui se passe. Je suis jamais très sûre de ces définitions-là, mais en fait, on voit bien que le danger n'est pas extérieur et que le problème, son problème, en effet, c'est que la crainte dont elle souffre n'a pas de cause. Elle a une cause infinie, donc ça peut être. On peut pas dire il va y avoir tel bruit, qui va lui rappeler ça et ça va engendrer ça. Pas du tout, en fait. Ouais, auquel cas, ce serait facile de s'en protéger d'une certaine façon. Non, c'est à l'intérieur. Il y a quelque chose qui est terrifiant et qui prend toute la place. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Aujourd'hui à la réalisation, c'est Angèle Jean-Girard. Le son, Thibaut Goury-Lafont. Le maquillage, c'est Benjamin Réglin. Et Laura Girard et Emma Ferrer à l'action. Et évidemment, le grand, l'unique, Guillaume Behan. C'est bien, non? J'aime beaucoup cette fin. Voilà. C'est une fin, voilà, c'est une fin comme une autre. À demain. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.